Bien le bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo sera de généraliser la notion de nombre à partir d'une définition intuitive jusqu'à arriver à une notion peut-être beaucoup plus étrange, mais surtout beaucoup plus pratique. La définition la plus simple d'un nombre est celle que l'on peut trouver dans le Larousse. C'est une notion qui permet de compter, de dénombrer les choses. Ce qui pourrait être reformulé en la définition équivalente mais plus mathématique, c'est une notion qui sert à donner la taille d'un ensemble, ce que l'on appelle un cardinal. Prenons l'exemple au tableau. Nous voyons trois cercles, un bleu, un vert et un rouge. Le cercle bleu contient 3 éléments, son cardinal est 3. Le cercle vert contient 0 élément, son cardinal est 0. Et le cercle rouge contient 2 éléments, son cardinal est 2. Les nombres qui sont décrits par cette définition sont les entiers naturels. Leur ensemble est noté n et contient tous les nombres permettant de compter. Avec les nombres que nous venons de voir, il est tout à fait possible de définir l'addition, qui consiste à dire que si j'ai un ensemble de n éléments et un ensemble disjoint de m éléments, alors l'ensemble formé de l'union des deux est constitué de n plus m éléments, ce qui définit parfaitement l'addition. Avec nos exemples de cercles bleus, verts et rouges, nous pouvons voir que 3 plus 2 est le nombre d'éléments qui sont dans le cercle bleu ou dans le cercle rouge, ce qui fait 5. Nous avons bien 3 plus 2 égale 5. À partir des entiers naturels et de l'addition, nous pouvons écrire des équations qui peuvent être du type n plus m égale x ou n plus x égale m, avec x inconnu et n et m des entiers naturels fixés. La première équation est simple, puisque l'inconnu est isolé. Il suffit de faire l'addition pour déterminer l'inconnu. Cependant, la deuxième est plus compliquée. C'est ce que l'on appelle une addition à trous. Il faut définir une nouvelle opération nommée la soustraction. X est égal à m moins n. Dans le cas où n est inférieur à m, cela ne pose pas de problème. La soustraction de m et n donne un entier naturel. Mais dans le cas contraire, il n'existe pas de solution dans notre ensemble de nombres. Nous allons donc généraliser la définition d'un nombre pour pouvoir résoudre ce problème. Ici, nous allons définir les entiers relatifs, notés z. Après avoir défini l'addition, nous pouvons définir la multiplication. Nous avons que n fois m est égal à n plus n plus n avec mn. Par exemple, 3 fois 2 est égal à 3 plus 3 qui est égal à 6. À partir des entiers relatifs, de l'addition et de la multiplication, nous pouvons écrire des équations qui peuvent être du type ax plus b égale cx plus d, avec x notre inconnu, a, b, c et d des entiers relatifs connus, avec a et c supposés différents, sinon l'équation ne dépend plus de notre inconnu. Pour la résoudre, il suffit d'utiliser la soustraction que nous avons vue tout à l'heure pour isoler notre inconnu, ce qui donne ax moins cx est égal à d moins b. En factorisant par x, nous obtenons a moins c facteur de x est égal à d moins b. Cette fois-ci, nous avons affaire à une multiplication à trous. Nous allons encore une fois définir une nouvelle opération, appelée division, et x est égal à d moins b divisé par a moins c. Mais comme pour l'addition à trous, il n'y aura pas toujours de solution. Nous allons donc généraliser la définition d'un nombre pour pouvoir résoudre ce problème. Ce qui permet de définir l'ensemble des rationnels, noté Q, qui est égal à l'ensemble des P sur Q, tels que P et Q sont des entiers relatifs et Q est non nul. Avec cette définition, l'écriture n'est pas unique. Pour ce faire, il faut imposer que P soit un entier relatif, Q soit un entier naturel non nul et P et Q soient premiers entre eux, c'est-à-dire que le plus grand commun diviseur, PGCD, vaut 1. De la même manière que précédemment, avec l'addition et la multiplication, nous pouvons définir la puissance à partir de la multiplication. Nous avons que n à la puissance m est égal à n fois n fois n avec mn. Par exemple, 3 au carré est égal à 3 fois 3 qui est égal à 9. À partir de cette définition, nous pouvons construire les puissances de 0,1, ce qui permet de construire un nombre entre 0 et 1, ce qui donne que p est un nombre entre 0 et 1 si et seulement si il existe une suite d'entiers entre 0 et 9, telle que p est égal à la somme de n égale a à l'infini de an fois 0,1 à la puissance n, ce qui fait un nombre avec une infinité de décimales. L'ensemble des réels, noté R, est l'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire comme un entier plus un nombre entre 0 et 1. Dans le cas des rationnels, au bout d'un moment, les chiffres vont tourner en rond. Il y aura un pattern. La généralisation au nombre réel consiste à accepter comme nombre aussi lorsque l'écriture décimale n'admet pas de boucle. Les exemples les plus classiques sont pi, qui est égal à 3,1415,9, etc., et racine carrée de 2, qui est égal à 1, 41, 42, 1, etc. À partir des opérations que nous avons définies, il est possible d'écrire un nouveau type d'équation, qui sont appelées équations polynomiales, du type A0 plus A1x plus A2x au carré plus A3x au cube, et ainsi de suite, jusqu'à an x à la puissance n égale 0. Ici, nous n'allons pas pouvoir faire comme précédemment et résoudre dans le cas général, mais prenons un exemple intéressant.
1 plus x au carré égale 0, ce qui donne x au carré est égal à moins 1. Cette équation ne peut pas avoir de solution réelle, car dans les réels, tout nombre au carré est positif. Nous allons donc définir un nouveau nombre permettant de résoudre cette équation. Nous noterons ce nouveau nombre i. Il aura la particularité que i au carré est égal à moins 1. Ce nouveau nombre permet de définir l'ensemble des complexes qui est un réel plus i fois un réel. Le théorème de D'Alembert nous dit que dans les complexes, toute équation polynomiale admet n solutions avec n le degré du polynôme. On dit que le corps des complexes est algébriquement clos, ce qui montre qu'il n'y aura pas besoin d'élargir encore la définition de nombres pour résoudre de telles équations. Il est quand même possible de définir de nouveaux ensembles de nombres comme les quaternions, les octonions, les hyperréels, les nombres modulaires, mais c'est une autre histoire. Nous avons vu dans cette vidéo qu'avec la notion intuitive de nombre, il est possible de généraliser leur définition pour passer des entiers naturels aux complexes. Cependant, il ne faut pas critiquer les complexes parce qu'ils ne respectent pas la première définition d'un nombre. Oui, ils ne permettent pas de compter les éléments d'un ensemble, pour en donner son cardinal, mais les autres ensembles que nous avons définis avant non plus. Les nombres initialement définis pour compter sont devenus des outils de calcul. Et avec cette définition, les complexes ne sont pas moins légitimes à être appelés nombres. Au contraire, c'est peut-être même le seul ensemble à être légitime à porter ce nom. Les autres ensembles sont soit non nécessaires, comme les quaternions, octonions et comparses, soit non suffisants, comme les entiers, rationnels et réels. Pour vous convaincre que les complexes ne sont pas juste un joujou de mathématiciens fous, mais bien une nécessité de personnes raisonnables, je vais vous donner deux propriétés de l'analyse complexe. Mais pour ce faire, il faut d'abord définir la dérivée. Si f est une fonction numérique, alors sa dérivée en a, un nombre, si elle existe, et f' de a est égal à la limite quand z tend vers 0 de f de a plus z moins f de a, le tout divisé par z. Cette définition est la même en analyse réelle et analyse complexe. La première propriété est que si une fonction complexe est dérivable en a, alors f est développable en série entière en a, ce qui signifie qu'au voisinage de a, nous pouvons écrire f de x est égal à la somme de n égale 0 à l'infini de cn fois x moins a à la puissance n. Ce qui implique que si une fonction complexe est dérivable une fois, alors elle est dérivable une infinité de fois. La propriété que nous venons d'énoncer n'est pas vraie pour les fonctions réelles. De plus, même si une fonction réelle est dérivable une infinité de fois, alors il n'est pas nécessaire qu'elle soit développable en série entière. Pour le montrer, il suffit de prendre l'exemple de la fonction qui vaut exponentielle de moins 1 sur x, si x est strictement positif, et 0 sinon. En dehors de 0, la fonction est à la fois une infinité de fois dérivable et développable en série entière, mais en 0, la fonction est une infinité de fois dérivable, car les dérivées seront toujours une fraction polynomiale fois l'exponentielle, or la limite en 0 sera dominée par l'exponentielle, mais cette fonction n'est pas développable en série entière, en 0, car à gauche, la série entière n'aurait que des coefficients nuls, et à droite, elle devrait avoir des coefficients non nuls, ce qui n'est pas possible. La deuxième propriété est que si une fonction est définie sur une sous-partie des complexes, et y est dérivable, alors il existe un unique prolongement dérivable de cette fonction. Pour montrer que ce n'est pas le cas pour les réels, il suffit de prendre le même exemple que précédemment, et de voir que la fonction nulle pour les nombres négatifs peut être prolongée de plusieurs manières, comme la fonction nulle partout, ou comme la fonction précédemment décrite. Pour conclure, oui, 3 sera une quantité dont vous arriverez plus facilement à donner le titre de nombre que racine carrée de 2 plus i-pi. Mais la science ne se construit pas avec des personnes bornées. Donc réfléchissez et faisons grandir notre ouverture d'esprit et généralisons dès que possible.